dia a todos, então. É com enorme prazer que nós recebemos hoje aqui o professor Enrico Castelli Gattinara, para uma série de conferências durante essa semana, para também uma participação numa série de outras atividades acadêmicas. É um prazer também recebê-los todos aqui hoje para assistir a essa atividade. Eu lembro a vocês, antes de apresentá-lo, que essa é uma atividade que faz parte também do conjunto de comemorações que estão sendo feitas durante esse ano de 2018, aos 50 anos do curso de História da Universidade Federal de Goiás. Não é? Todos vocês sabem, esse ano essa efeméride, então, as atividades que nós organizaremos, seja no programa de pós-graduação, seja na Faculdade de História, eles terão também como intuito marcar essa data, que é uma data bastante relevante e bastante importante. Então, apenas para registro, eu gostaria de lembrá-los da inscrição dessa atividade nesse calendário. O professor Enrico Castelli Gattinara é doutor em filosofia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, e professor de epistemologia da história na Universidade La Sapienza de Roma. Durante mais de uma década, ele foi professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, e também foi professor visitante em inúmeras universidades italianas e também universidades estrangeiras. Há muito tempo ele se dedica à filosofia das ciências humanas, particularmente da história, analisando as relações entre filosofia, história, epistemologia, ciências, arte e estética. O que mais lhe interessa em suas pesquisas são os problemas que surgem exatamente na fronteira entre essas disciplinas. Ele é o diretor, já há 2 décadas, da revista Aperture, que é uma revista online que vocês todos podem consultar livremente na internet, e membro do comitê editorial da revista Archive of Philosophy. Ele é autor de inúmeros artigos e capítulos publicados em livros e revistas internacionais, e entre os seus livros publicados, eu destacaria alguns deles, como As Nuvens do Tempo, de 2006, Pensar o Impensado, de 2003, A Estranha Aliança, também de 2003, todos esses publicados na Itália, e também um livro que é muito famoso, muito conhecido, sobretudo na França, que se chama As Inquietudes da Razão, cujo subtítulo é Epistemologia e História na França do Entre-Guerras, que foi publicado em francês em 1998. O seu último livro, que foi recentemente publicado em italiano, se chama exatamente A Força dos Detalhes, Estética, Filosofia, História e Epistemologia, de Warburg a Deleuze. E é exatamente sobre esse livro que ele vai falar hoje pela manhã aqui com a gente. Então, para nós é um prazer enorme recebê-lo aqui. É a primeira vez que o professor Enrico vem ao Brasil, então, mais uma vez, isso é um duplo prazer para nós, não é? Quer dizer, recebê-lo pela primeira vez não só aqui na UFG, mas também em nossas terras, e também, digamos assim, introduzi-lo diretamente, né, o seu trabalho aqui entre nós. Eu agradeço enormemente a sua presença aqui. Como nós fazemos comumente para que fique mais fácil para vocês todos e para que a dinâmica seja mais, digamos assim, mais interessante, o professor Henrique vai expor a sua conferência em francês e nós projetaremos o texto traduzido da conferência na tela aqui atrás de mim, de modo que vocês possam acompanhar, seja ouvindo, seja lendo o texto, e depois, então, a gente pode discutir um pouco com eles. Henrique, obrigado. Eu agradeço por a vossa invitação. Espero que vou falar de coisas interessantes com vocês. Eu agradeço a vossa invitação. Peut-être ils m'ont entendu. E espero que vou falar de coisas interessantes por vocês. Peço desculpa por não falar vossa língua. Vou falar na língua francesa. Donc, obrigado por a vossa compreensão. Voilà, donc. J'aimerais partir
d'une affirmation qui pourrait sembler étrange, mais qui pour moi est très importante et qui résume ce que je vais dire. C'est-à-dire, tout n'est pas détail, mais il y a des détails partout. Des détails, en général, nous pensons deux choses opposées, qui sont importants et qui ne le sont pas. Ce que je vous propose est de comprendre comment ce contraste est une fausse impression et à travers quelques réflexions de Warburg à Benjamin, Krakauer, Bachelard et quelques historiens, comment il serait possible de penser aux détails sans se laisser prendre par la valeur exclusive de l'une ou de l'autre position. En effet, si nous commençons à penser aux détails, nous ne savons plus de quoi nous parlons. Quelle est l'importance des détails? Et qu'est-ce qu'un détail pour qu'il soit ou ne soit pas important? Souvent, nous nous concentrons sur les détails, mais nous nous trouvons rarement à y penser directement. Nous pensons plutôt à partir d'eux. Une des caractéristiques du détail est en effet celle d'éviter l'attention, dans le double sens d'être imperceptible et d'absorber complètement la concentration, devenant ainsi la chose la plus importante et donc s'évanouissant en tant que détail. Ce que nous voulons faire ici, c'est de penser au détail en tant que détail, pour qu'il soit tel. Alors donc, premier aspect, l'être humain qui fabrique les choses cherche de faire bien son travail. L'attention aux détails est en fait un indice d'expertise, non seulement pour les œuvres construites matériellement ou artistiquement, mais aussi pour les œuvres intellectuelles, pour l'engagement rationnel, pour l'étude et l'attention. Le commentaire d'un érudit peut être détaillé, le travail d'un artisan peut être précis jusque dans les moindres détails, tout comme le travail d'un artiste qui prend soin des détails de la même manière qu'il se soucie de l'ensemble dans lequel ils apparaissent. Le détail devient l'indice d'une qualité valorisée au plus haut niveau, donc digne du plus grand respect. Dans notre langage publicitaire actuel, l'attention aux détails est souvent utilisée comme un indice de qualité des produits offerts, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un vêtement ou d'un utile. En outre, le détail d'un visage l'individualise comme une singularité. La nature en général n'est pas avare de détails, et chaque détail a son importance particulière. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, dévalorisation. Pourtant, les choses se révèlent immédiatement plus compliquées. Si les sciences essayent d'expliquer les phénomènes naturels sans négliger les détails, si elles peuvent entrer dans les détails d'un objet d'étude, souvent elles ne suffisent pas à nous convaincre que chaque détail ait son importance réelle. Il y a des détails dans la nature et dans les œuvres de l'homme qui semblent vraiment négligeables. En effet, les sciences, mais encore plus la philosophie, divisent la connaissance humaine selon des valeurs de généralisation ascendantes ou descendantes qui vont du général au particulier, favorisant évidemment le premier terme sur les secondes. Les théories et les lois scientifiques doivent laisser de côté les détails pour être valables. La formulation même d'une loi ne permet pas de prendre en compte les cas individuels. Sa validité générale implique l'ignorance des détails, sinon leur élimination. Dans la formulation d'une loi et dans l'organisation d'une théorie, les détails est négligé à dessein, car il entraverait, voire nierait la normativité de la loi elle-même. La théorie, avec les lois qu'elle contient, subsume les détails sous les générales. Expliquer et bien connaître quelque chose, c'est inévitablement le réduire à une loi générale, en l'insérant dans un concept ou dans une catégorie valable bien au-delà du cas particulier examiné. La nature est si riche en détails qu'il serait difficile, sinon absurde, de chercher une règle spécifique, un nom propre à chacun d'eux. L'écrivain argentin Jorge Luis Borges a construit sur ces problèmes beaucoup de ces merveilleuses histoires visionnaires. Le développement des sciences depuis le XVIIe siècle confirmait que nos connaissances sont toujours inévitablement synthétiques, même si nous voulons être extrêmement analytiques. Aucun intellect humain ne pourrait jamais et n'aurait pas besoin d'analyser dans tous les détails chaque phénomène.
Les sens communs s'ajoutent à cela lorsqu'ils utilisent l'expression « une question de détail », à savoir des problèmes considérés accessoires par rapport à une question centrale. S'attacher aux détails ne serait alors qu'une perte de temps. Bien sûr, c'est une notion de non-pertinence relative, parce qu'elle est toujours liée à un problème jugé important, central, par rapport auquel certaines considérations accessoires peuvent ou doivent être négligées. Dans ce cas, le détail est considéré comme un obstacle, il est axiologiquement méprisé, bien que souvent c'est précisément sur ce mépris que se déchaînent les batailles théorico-politiques en raison de la relativité inévitable de la valorisation. La dévalorisation implicite dans l'expression « ce n'est qu'une question de détail » est donc toute politique et idéologique. J'essaierai de montrer avec Walter Benjamin comment cela se passe, car elle est toujours le résultat d'un choix culturel, linguistique, épistémologique, religieux, etc. Voir par exemple la façon dont l'a utilisé le leader en 2008 de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, qui a déclaré que les chambres à gaz, c'est une citation, les chambres à gaz ne sont qu'un détail de la Deuxième Guerre mondiale, car autrement il faudrait admettre que la Deuxième Guerre mondiale serait un détail des chambres à gaz. Nous trouvons souvent ce contraste entre des considérations positives et négatives sur les détails, même dans les domaines apparemment éloignés de la philosophie ou de la politique. Prenons par exemple deux conceptions esthétiques de la modernité prononcées par des artistes très différents. Je cite, « Il faut savoir absorber la couleur de la vie sans jamais se souvenir des détails. Les détails sont vulgaires. » Fin de citation, a déclaré Oscar Wilde. Tandis que Alberola a déclaré « Je ne fais que des détails, seulement cela. Je ne compte que sur l'ajout de détails. » Voici deux cultures qui s'entrechoquent, irréconciliables et opposées, juste divisées par une poignée de décennies. Elles reflètent parfaitement les contrastes dont nous sommes partis. Les deux déclarations sont cependant inacceptables, comme je vais essayer de le prouver. Je vais essayer d'expliquer pourquoi les détails ne peuvent pas être dévalués comme vulgaires et pourquoi ils ne peuvent pas simplement être ajoutés les uns aux autres en limitant le travail à leur collection ou définition. S'il est vrai que dans notre langage commun, nous définissons une question de détail, quelque chose de non pertinent, périphérique ou non substantiel, souvent c'est d'un petit détail que naissent des nouveaux horizons, que changent les grands ou les petits systèmes, que les certitudes entrent en crise et les situations sont résolues ou compliquées. Le problème des détails peuvent devenir dramatiquement importants. Et il ne le devient pas parce qu'il exprime les goûts ou l'obsession pour les particuliers, mais parce qu'il révèle la complexité inépuisable du monde dans lequel nous vivons, qu'il soit compris comme un monde intérieur ou comme une réalité externe par rapport à laquelle les généralisations restent utiles, probablement indispensables, mais elles ne sont jamais définitives en dernière instance. Le détail est comme une porte qui nous permet de passer d'un niveau de connaissance à un autre. Son aspect révèle une force, une ouverture qui ont été l'objet d'études de quelques savants, artistes, chercheurs, à partir de perspectives très différentes. Je pense à Warburg, Benjamin, Krakauer, Bachelard, etc. Nous ne pouvons pas isoler les détails du contexte dans lequel il apparaît, mais nous ne pouvons pas l'ignorer comme non pertinent, ni le réduire complètement à l'ensemble auquel il appartient. Sa force est une ouverture qui relie différents niveaux, peut-être différentes dimensions de nos connaissances et de nos actions, de notre vie et de nos sentiments, de notre imagination. C'est comme une fissure dans la synthèse discursive et argumentative, une fracture de la connaissance qui suggère d'autres possibilités. Donc, voyons Warburg. Partons de la célèbre devise de Aby Warburg, Der liebe Gott steckt im Detail, qui est généralement traduit par « le bon Dieu gît dans les détails ». La devise a suivi une histoire dont il serait utile de tracer les chemins, parce que le bon Dieu a été remplacé par le diable.
dans certaines variations, et la substitution qui est insidieuse révèle combien des philosophies opposées, mais aussi de Nachle et Ben Warburgien, se cachent derrière le mot. Prêtant attention aux détails, nous voyons qu'ils perturbent les plans généraux, ils offrent d'autres solutions et ouvrent de nouveaux horizons du chercheur. La divinité des détails que Warburg voulait exprimer avec sa devise est équilibrée par le caractère diabolique des détails qui dynamite les continuums de l'histoire et fait sauter les ensembles, qui sont souvent la tradition, l'idée générale, les vérités établies. Bien que divin, les détails séparent, créent un fossé entre une conception du monde et une autre, entre une vérité et une autre vérité possible ou hypothétique. Activité diabolique par excellence qui sépare ce que l'on pensait auparavant être uni, diabalein en grec signifie diviser. Dans l'Éden harmonieux, le serpent diabolique crée une discontinuité irréversible, il commence une autre histoire et ouvre un autre monde. Ce n'est pas un hasard si Warburg était fasciné par les rituels païens du serpent qu'il avait étudiés chez les Indiens Pueblo du Nouveau-Mexique, ni, c'est un détail sans importance, que comme preuve de sa guérison, les savants donna en 1923 une conférence de ce rituel dans un sanatorium à Kreuzlingen, où il a été admis en tant que patient psychiatrique. Les détails peuvent alors être compris comme une fissure par laquelle aller ailleurs, où la marque laissée par l'altérité, qui au risque d'être négligée, ouvre à d'autres significations, à d'autres explications. Son séjour aux États-Unis, en contact avec la culture des Pueblo, a permis à Warburg de confirmer son approche transversale et transculturelle, non seulement pour l'histoire de l'art, mais pour les objets culturels et humains en général. L'attention aux détails signifiait prendre au sérieux les symboles et les signes que les préjugés n'expliquaient pas et de les lire dans les connexions possibles et inattendues. Les formes et les émotions exprimées symboliquement dans une culture païenne et archaïque, les danses indiennes, les rituels avec les serpents, pouvaient être juxtaposés à ceux de la Grèce, par exemple, la Grèce classique, ou à la culture chrétienne, où les serpents occupent une place souvent importante dans certaines représentations picturales ou sculpturales, à la fois selon une interprétation pessimiste négative, comme dans le Laocoon, ou de sauvegarde, comme dans l'Asclépios. Cela voulait dire ne pas se fixer dans les particuliers, mais se libérer dans les liens et les relations imaginables à partir d'un élément spécifique. La curiosité et l'attention aux détails signifiaient pour Warburg savoir saisir les liaisons fuyantes et les connexions possibles, c'est-à-dire les symboles représentés et la vie révélée dans les images. Pour ce faire, cependant, il était nécessaire de sortir des spécialités formalistes et stylistiques de l'histoire de l'art traditionnel. Même plus, il fallait sortir entièrement en dehors de l'histoire de l'art tout court, pour avancer dans une discipline que Giorgio Agamben, dans les sillages de Robert Klein, appelait la science sans nom, précisément parce qu'elle était au-delà de toute discipline, de toute fermeture spécialisée et de toute rigueur formaliste. Une fois rentré en Allemagne, Warburg commence à acheter des livres, les plus rares et les plus incroyables, sur des arguments apparemment très éloignés les uns des autres, mais où il reconnaissait des problèmes et des thèmes en commun. Ainsi est née sa fameuse bibliothèque, qui était à la fois rigoureuse et labyrinthique, organisée d'une façon connexionniste. Chaque livre devenait un détail qui conduisait à une altérité et qui entrait dans une résonance avec son voisin, choisi exprès parce qu'il contenait quelque chose qui avait à faire avec le premier, pas seulement histoire de l'art, mais anthropologie, astrologie, psychologie, etc. Comme dans son atlas Mnémosyne, l'ordre selon lequel la bibliothèque était organisée n'était ni alphabétique, ni disciplinaire, ni chronologique. Il était plutôt expérientiel, dynamique et changeant.
était adopté le critère du complètement réciproque, du bon voisinage, c'est le mot de Warburg, le bon voisinage. Le seul fait que deux livres d'époques différentes étaient voisins permettait de voir des rapprochements auparavant insaisissables, les Indiens Pueblo et la Grèce ancienne. Il s'agissait d'un ordre problématique et instable, car l'évolution de la recherche impliquait des changements continuels et des rapprochements nouveaux. Une bibliothèque apparemment chaotique, donc, et terriblement suggestive, vivante. Saxl l'a appelée, je cite, plus qu'une collection de livres, plutôt une collection de problèmes. Et a dit que quand le professeur Ernst Cassirer est venu voir la bibliothèque pour la première fois, il a été pris par un double désir en même temps, celui de fuir, ce qu'il a fait en fait pendant une certaine période, et celui de s'en laisser capturer pour des années, comme en fait, plus tard, pendant une certaine période, il a été heureux de faire. Cette bibliothèque libre, antidogmatique et ouverte a permis à Warburg de réaliser une conception de la culture capable d'intégrer les générales et les particuliers, les détails et l'ensemble, la matière et la forme. Dans sa devise, en effet, l'attention doit être placée autant sur les particuliers que sur Dieu. Les détails n'abandonnent pas les tout, et les tout n'ignorent pas les détails. On fait attention à ce livre-là en particulier, à cette partie du livre consacrée à un certain aspect d'un problème qui résonne avec un autre livre, ou une partie de celui-ci, dans l'ensemble d'une bibliothèque qui vit de ses relations et vibre avec ses possibilités. La bibliothèque devient la mémoire vivante d'une culture toujours en progrès. En fait, Mnémosyne était gravé au-dessus du vestibule de la bibliothèque elle-même. Le dernier travail de Warburg, son Atlas Mnémosyne, était conçu selon les mêmes principes dynamiques, vifs, flexibles et rigoureux, ainsi que le remarque Georges Didier Huberman. Il y fallait conjuguer les généralités avec les détails et les singularités dans une forme qui était loin des formes kantiennes, trop soumises au schématisme. Tout schéma divise et catégorise, alors que Warburg cherchait une intrigue qu'il fallait ne pas désintriquer, mais compliquer encore plus. Œuvre incomplète et incomplétable, à laquelle Warburg a travaillé jusqu'à sa mort. Véritable œuvre ouverte, mobile et transformative, avec ses détails qui se déplacent ici et là selon des fonctions génératives de signification, d'allusion, de suggestion et de problématisation. Une œuvre conçue pour les images, sur les images et après les images, dont le but était celui de montrer l'entrelac des éléments et des représentations de la culture visuelle au-delà de notre temporalisation. C'était un court-circuit temporel, anachronisme, pour montrer le Nachleben, la persistance de l'antique dans le moderne. Une monnaie antique à côté d'un timbre moderne, d'un bas-relief médiéval, d'une photo d'un quotidien. Si on le montait d'une façon adéquate, images, informations, signes et significations pouvaient révéler des lignes de force et des entrelacs qui dépassaient la temporalité linéaire ordinaire. Par son atlas, Warburg dépasse les limites de sa bibliothèque, qui ne pouvait pas aller au-dessus de l'unité livre. Les images pouvaient en fait être découpées à loisir avec leur richesse inépuisable de détails. Chaque détail pouvait être isolé et par là se lier à d'autres ou à des images entières, composant des ensembles instables qui pouvaient dynamiser les problèmes et en poser de nouveaux. La liberté du montage soutenait toute l'opération. L'Atlas Mnémosyne était en effet organisé en tableaux, à l'origine constitué de panneaux noirs d'environ 2 mètres sur 1,50 mètre, où Warburg attaquait des images photographiques ou autres, en tout cas des reproductions, au moyen de petites pinces. Il pouvait ainsi les déplacer et reconfigurer les tout, puis il prenait une photo qui allait former une table de l'Atlas. Dans la dernière version préparée peu avant sa mort, Warburg a créé 63 panneaux, d'où il tira 79 tables, en utilisant environ 1 millier d'images, même si le projet complet impliquait l'utilisation de 2000
images, accompagnées d'environ 2 volumes de textes écrits comme commentaires et intégration. Le résultat est une pensée par image qui va bien au-delà de la représentation iconographique d'un contenu particulier ou de son illustration visuelle. C'est un jeu de déterritorialisation et de réterritorialisation continue qui crée une pensée qui n'existait pas auparavant. Cette opération, comme le note Didier Berman, était à la fois esthétique et épistémologique. Une pensée détaillée et disséminée, connexionniste, rhizomatique, mais rigoureuse, jamais centrée. Le détail des images est important, mais n'est pas absolu. Il peut toujours se déplacer, et par là, il révolutionne la façon de regarder et d'observer. Les détails se libèrent de l'ensemble auquel ils appartiennent pour en composer d'autres d'une façon proliférante. Les tableaux de l'Atlas n'ont donc aucune hiérarchie ni aucun ordre préordonné. Grâce aux détails esthétiques, politiques, anthropologie, psychologie, histoire, actualité, etc. s'entrecroisent dans des constellations mouvantes, et le rapprochement avec Walter Benjamin est évident. Et son œuvre n'est alors pas un livre d'art illustré, ni de philosophie, ni d'histoire. Ce n'est pas un carnet d'ébauches ou de notes, c'est plutôt un lieu de passage, au pluriel. Inachevable, dispositif qui permet par les détails d'aller en profondeur sans pour autant renoncer à la surface. Et ça, c'était Warburg. Benjamin, et c'est là que Benjamin approuve et aimerait suivre. Son travail sur les passages parisiens, donc sur les villes modernes, utilise les détails comme ouverture, comme occasion. Fêlure par laquelle passe quelque chose que la grande histoire n'arrive pas à saisir. La ville est lue à travers ces croisements cachés, ces jonctions surprenantes dont peut s'apercevoir seulement le regard désabusé du flâneur ou celui de la critique historique qui est capable de retrouver inverti l'instance salvifique dans la ruine et dans les déchets. Parmi les gravats que l'ange de l'histoire regarde poussés par le vent du progrès, selon l'iconographie que Benjamin reconnaît dans les petits tableaux de clés Angelus Novus qu'il possédait, ressortissent, pour ceux qui savent regarder, une grande quantité de détails révélateurs et prometteurs. Pour cela, il faut s'égarer, perdre les points de repère, les grandes constructions, les monuments, les voies et les places principales. Ne pas savoir s'orienter dans une ville ne veut rien dire, mais s'égarer dans une ville comme l'on s'égare dans une forêt, c'est une chose tout à apprendre, écrit Benjamin au début de l'enfance berlinoise. Les détails sont pleins d'énergie, de promesses, d'ouverture révolutionnaire. Ce sont des choses, des singularités que les philosophes doivent monter comme les images ou les séquences d'un film, car la technique du montage mettra en évidence à un certain moment ce détail-ci, à un autre moment ce détail-là, etc. Ceci nous sauvera de la simple reproductibilité technique et de la réduction de toute chose au fétiche sérial de la marchandise, c'est-à-dire à l'approbation acritique des lois dominantes d'un capitalisme sans frein et toujours empressé. Je cite, « Ce que pour les autres sont des déviations, pour moi, ce sont des données qui définissent mon chemin. Mes calculs se fondent sur des différentiels du temps qui, selon d'autres, dérangent les grandes lignes de la recherche. » C'est ce qu'écrit Benjamin dans une note de son Passagenwerk. Cette méthode est intimement raccordée au montage. Dans les différentiels se manifestent les particuliers, ou mieux, le détail qui permet de tracer la différenciation. Par le montage, les croisements et les rapprochements peuvent exalter différents détails à la fois, selon le plan qui est choisi à chaque fois. Il en dérive l'attention de Benjamin pour la photographie et le cinéma. Le temps brisé de la photographie et du cinéma, le temps moderne par excellence dont la ligne d'assemblage devient une véritable métaphore dans la répétition ininterrompue de ces gestes toujours les mêmes, sape
le continuum d'une histoire qui ne sait plus quelle direction prendre et peut donc être brisée elle-même. La photographie et le cinéma introduisent une structure temporelle discontinue dans le présent historique. Mais les hommes ne s'en aperçoivent point, trop distraits et transportés par le vent du progrès, incapables de s'arrêter pour contempler les détails, ceux de leur vie elle-même, ainsi que l'avait enseigné la psychanalyse freudienne. La reproductibilité technique anéantit les particularités à cause de la standardisation des marchandises. Les exceptions deviennent des habitudes et nos capacités de perception s'affaiblissent. Tout est empressé. Il n'y a plus de temps pour s'attarder. Aujourd'hui, nous savons que le caractère fétiche de la marchandise dans la boulimie des marchés exige de plus en plus d'innovation, précisément parce que chaque détail est englouti par la consommation et la sérialité. Enchevêtrés dans cette boulimie, nous accumulons les détails comme des gravats indistincts d'un passé qui ne nous concerne plus, tandis que nous avançons inconscients dans la tempête créée par les rythmes frénétiques du progrès, où la consommation broie et détruit les ressources non renouvelables. Les résidus augmentent comme dans une immense décharge, lieu symbolique des détails inutiles, où les choses, leur valeur d'usage et leur valeur d'échange, sont littéralement brisées, dépourvues de leur unité. Un autre temps est à penser. Benjamin l'explique dans ses thèses sur la philosophie de l'histoire. Ce qui apparaît comme un éclair, pour un instant, s'est soustrait au cours linéaire et sanctionné de l'histoire. Voilà pourquoi il faut brosser l'histoire à rebrousse-poil, selon les thèses 5 et 7. Ce qui apparaît à l'instant où l'image se laisse reconnaître, c'est le détail. Le détail fait partie d'un tout comme l'instant fait partie d'une constellation temporelle. Mais dans chaque ensemble, on peut distinguer différents détails, et cette différence caractérise le tout lui-même, son assemblage, son montage possible ou réel, et détermine son ouverture pour tous ces ensembles concrets, surtout humains, qui ne sont pas jamais des ensembles fermés. Ainsi que le tout ne peut pas être réduit à la somme de ses parties, les parties montrent à chaque fois un ensemble différent en fonction des détails qui se montrent à la vue de ce qui est capable de les saisir. L'homme n'est pas capable de saisir pleinement ce qu'il produit ou ce qui se trouve devant lui, et même pas partiellement. Il en va de même avec une statue ou un bâtiment. La tridimensionnalité implique que la vision n'est jamais instantanée pour tous les côtés. Le développement de la technique a permis d'accentuer les capacités d'observation et de création, ainsi que les capacités productives et destructrices. Mais il n'a pas résolu ce problème. En effet, comme dans le cas de la cinématographie, elle a enrichi de nouveaux problèmes. Et je cite Benjamin. Parmi les fonctions sociales du film, la plus importante consiste à établir l'équilibre entre l'homme et l'équipement technique. Cette tâche, le film l'accomplit pas seulement par la manière dont l'homme peut s'offrir aux appareils, mais aussi par la manière dont il peut, à l'aide de ces appareils, se représenter le monde environnant. Si le film, en relevant par ses gros plans dans l'inventaire du monde extérieur des détails généralement cachés d'accessoires familiers, en explorant des milieux banals sous la direction géniale de l'objectif, étend d'une part notre compréhension aux 1000 déterminations dont dépend notre existence, il parvient d'autre part à nous ouvrir un champ d'action immense et insoupçonné. Fin de citation. La banalité d'un environnement devient un réservoir de découvertes inépuisables, de particularités inapparentes mais décisives, dont la constellation établit notre monde spatial. Mais qu'il n'est pas possible de voir et de comprendre que si d'autres manières de regarder et de penser sont adoptées. La vie quotidienne ne se développe pas par extension, mais par immersion dans la richesse insoupçonnée qui s'y cache. Je cite encore,
Nos bistrots et nos avenues de métropole, nos bureaux et chambres meublées, nos gares et nos usines paraissent devoir nous enfermer sans espoir d'y échapper jamais. Vint les films qui fit sauter ce monde prison par la dynamite des dixièmes de seconde, si bien que désormais, au milieu de ces ruines et des brilles au loin projetés, nous faisons insoucieusement d'aventureux voyages. Sous la prise de vue à gros plan, s'étend l'espace, sous les temps de pause se développent les mouvements. Il s'agit moins de rendre par les temps de pause des motifs de mouvement que de déceler plutôt dans ces mouvements connus, au moyen du ralenti, des mouvements inconnus, singulièrement glissants, aériens, surnaturels. Fin de citation. L'inconnu, c'est l'irrationnel, mais aussi le non intentionnel. En analysant la photographie de Hill, la poissonnière de New Haven, Benjamin explique que l'image, dans sa perfection technique, nous laisse sentir qu'il y a autre chose, une réalité qui la dépasse, mais ne la transcende pas, un reste. De quoi s'agit-il? Dans l'image photographique, chaque détail est fidèlement reproduit et devrait épuiser l'image elle-même en tant qu'image. Mais cette richesse, montée de cette façon, laisse quelque chose de manquant. Le regard de la poissonnière tourné vers le sol, sa pose, avec une expression qui sera reprise bien d'années plus tard par Roland Barthes, Benjamin écrit, je cite, « La plus exacte technique peut donner à ces produits une valeur magique, beaucoup plus que celle dont pourrait jouir à nos yeux une image peinte. » Fin de citation. Ici, l'observateur devient un protagoniste actif de la dialectique artistique, tout comme on le verra dans la recherche scientifique. Le spectateur ressent le besoin irrésistible de chercher dans une telle image la plus petite étincelle de hasard, d'ici et maintenant, grâce à quoi la réalité a, pour ainsi dire, brûlé de part en part le caractère d'image. Le besoin de trouver l'endroit invisible où, dans l'apparence de cette minute depuis longtemps écoulée, niche aujourd'hui encore l'avenir. Fin de citation. Ce n'est pas la volonté de l'artiste qui gouverne la photographie, mais l'éclatement d'un instant saisi dans sa présence, ravi dans sa présence instantanée. Le temps collapse dans l'image qui laisse entrevoir cette altérité irrationnelle et indicible par ses fêlures. Les spectateurs, non pas les photographes, restent fulgurés. L'artiste voit en effet quelque chose qu'il ne pourrait pas dire autrement que par son art et par sa machine. Et je cite, « La nature qui parle à l'appareil photographique n'est pas la même qui parle à l'œil. » Fin de citation. C'est une autre nature qui n'est pas là, qui n'est pas par là moins naturelle, une autre nature qui n'est pas par là moins naturelle, et que Benjamin compare à l'inconscient de Freud et dont Warburg s'était inspiré pour composer son atlas. Entre les détails et l'ensemble, il y a un lieu qui ne peut pas être résolu par une formule spécifique, un algorithme, et représente la profondeur stratifiée de la chose elle-même, qu'elle soit définie comme une œuvre d'art ou non. L'agrandissement photographique et le grand plan cinématographique montrent les détails comme une expérience qui révèle, comme chez Warburg, une autre lecture des choses et du monde, quelque chose qui était auparavant invisible et qui reconfigure inévitablement tout. Il en découle, dans le champ photographique, son effet de choc, comme l'appelait Benjamin. Pour ce faire, il est cependant nécessaire de stratifier notre relation à la chose et pouvoir passer d'une couche à une autre, d'une configuration à une autre, sans nécessairement avoir à les hiérarchiser entre elles. C'est en cela que réside sa valeur politique. L'écrivaine Herta Müller a écrit, et je cite, « Le détail est le contraire de ce que les grandes idéologies propagent et pratiquent. Les idéologies sont faites de pièces toutes prêtes, préfabriquées, toujours assemblées de la même manière et suivant les mêmes schémas, et ne tolèrent pas les surprises ou les déviations de la norme. C'est pourquoi le détail est l'ennemi de l'idéologie. Dans mon cas et dans celui de Szymborska, l'attention au détail est une révolte personnelle et intime contre la dictature. » Fin de citation.
Penser au détail signifie donc s'opposer au totalitarisme en s'ouvrant à des possibilités de transformation illimitées. Benjamin savait bien que le détail se trouve seulement dans les nuances, mais les nuances sont les interstices des choses et des pensées qu'aucun totalitarisme ne parviendra jamais à éliminer. Il s'agit de ce qui, dans le montage, reste ouvert, soit par distraction, soit par approximation, soit par le besoin de donner de l'air à l'ensemble de la construction. Il constitue souvent l'individualité de l'ensemble, c'est-à-dire sa caractérisation particulière à laquelle le plan général d'édification n'a pas accordé une attention particulière. Le détail est un ennemi de l'idéologie parce qu'il lui échappe inévitablement, car il échappe à toute loi qui veut l'épuiser. Mais cela ne s'applique pas seulement à la politique, car, comme l'écrivait Benjamin, les catégories en général doivent être transformées et dialectisées, y compris les catégories scientifiques. Si le détail échappe aux normes, cela signifie qu'il ne peut pas être réduit au silence par le dogmatisme dictatorial d'une loi, y compris les lois scientifiques, qui sont toujours des généralisations. Et donc, on passe là à Bachelard, la question de la science. Alors, tout comme Benjamin ne considère pas la photographie un prolongement de l'œil, une prothèse ou un instrument qui les rend plus puissants, Bachelard parle de la technique comme théorie matérialisée, les instruments scientifiques n'étant que des matérialisations théoriques non utilitaires. La technique permettait de voir quelque chose à laquelle la vue n'arrivait pas, non seulement parce qu'elle ne l'atteignait pas physiquement, mais dans la mesure où la vue était théoriquement incapable de l'attraper, même si elle était munie d'instruments visant à son renforcement comme le microscope ou le télescope. Les techniques, avec tous leurs appareils, étaient pour l'épistémologue philosophe français des véritables philosophies qui construisaient leur savoir en modifiant et en quelque sorte en créant la réalité. Tel était, selon Bachelard, les résultats des révolutions scientifiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, radicalisées par les théories d'Einstein et ensuite par la microphysique quantique. Bachelard a été le philosophe de la science qui, peut-être plus que tout autre, a su changer de perspective et révolutionner la façon dont nous pensons aux sciences et à leur utile, donc en général la technique comme expression de la connaissance scientifique. La microphysique a confirmé ces idées qui valent encore aujourd'hui. Mais c'est en fait une vieille histoire. Galilée avait fait la même chose en pointant vers le ciel les télescopes inventés par les Hollandais comme outils de contrôle maritime. Galilée a en ce sens inventé vraiment les télescopes quand il a décidé et pensé de l'utiliser pour contrôler les planètes et la Lune. Les détails des montagnes lunaires ou des phases de Vénus, ainsi que les satellites de Jupiter, étaient pour lui la confirmation d'une nouvelle théorie astronomique. Galilée avait donc d'autres yeux pour observer les ciels. De nos jours, cela est confirmé par le physicien Carlo Rovelli, et je cite, « Mais plus nous découvrons, plus nous réalisons que ce que nous ne savons pas encore est plus que ce que nous avons déjà compris. Plus nos télescopes sont puissants, plus nous voyons des cieux étranges et inattendus. Plus on regarde les moindres détails de la matière, plus on découvre des structures profondes. » Fin de citation. Ce sont presque les mêmes mots utilisés par Bachelard dès 1927. Comme vous pouvez le voir, les détails n'ont pas de pertinence épistémologique secondaire. En effet, c'est justement eux, bien qu'infimes, et grâce au fait qu'ils sont des minuties, qui nous font entrer dans des mondes et des réalités différentes de ceux auxquels nous pensions nous être habitués. Et je cite, « La mécanique quantique nous dit que plus nous regardons le monde en détail, moins il est constant. C'est une fluctuation continue, un foisonnement microscopique des micro-événements. À l'époque,
la mécanique quantique confirmait également à Bachelard la validité d'une approche épistémologique qui ne visait plus la simplification synthétique et la réduction généralisée, mais plutôt la prolifération et la constellation des détails presque invisibles. Pour Bachelard, la petite variation, la micro-analyse des détails jusque-là insoupçonnés, l'écart infinitésimal sont devenus de plus en plus importants au fil des ans. Le monde microphysique se révélait être un monde des différences et non d'identité, de moins en moins saisissable par les catégories et les lois classiques de la physique et les concepts de la philosophie, n'en rendaient pas compte d'une façon exhaustive. Toute une réalité se situait en dehors des schémas classiques de la rationalisation. Mais il ne fallait pas craindre cette manifestation de l'irrationnel. Je cite Bachelard, « Le détail comme une courbure manifeste la présence de l'irrationnel, d'une dimension où notre raison ne peut accéder, mais qu'elle devine et qu'elle doit pressentir en examinant les anomalies de son propre domaine. » Fin de citation. Tant Einstein que la microphysique avaient montré qu'on ne pouvait plus se contenter des apparences et qu'il fallait remettre en discussion ce qui nous paraissait auparavant logique et conséquent. La solidité du réel était en crise. Une autre épistémologie était donc nécessaire pour en rendre compte. Il était également nécessaire de connaître et d'utiliser les détails d'une façon tout à fait différente, non plus comme des ornements d'un cadre général ou à titre d'exemple d'une loi, mais comme les éléments épistémologiques déterminants qui bouleversent les cadres généraux, grâce à une dialectique raison-expérience qui était l'essence propre des connaissances scientifiques dans leur dynamique de transformation. D'une part, comprendre dans les lois et les théories générales visant à expliquer les faits particuliers, mais d'autre part, détailler et faire proliférer les caractéristiques parce que dans les détails était cachée l'ouverture à des nouveautés encore inexplorées. Le détail restait en dernière instance indéterminé et indéterminable, gouffre où le savoir trouvait sa nourriture, mais aussi son échec. Voilà les moteurs de la connaissance, qui devenaient par là un facteur de changement, une dynamique transformative et constructive. La connaissance véritablement scientifique, pour Bachelard, était toujours et inévitablement une connaissance approchée, toujours en mouvement. Chacune de ces vérifications est incomplète, car son processus constructif produit des détails qui ne sont pas inclus a priori dans la théorie. La réalité de la donnée, c'est-à-dire ce que nous considérons habituellement comme l'objet sur lequel s'exerce la connaissance, est certainement poussée et construite par la théorie, mais elle n'en est jamais complètement gouvernée. En effet, la théorie génère ou provoque des objets dont elle ne sait pas ou ne peut pas déterminer définitivement les détails et qui, dans certains cas, peuvent la contester. Le processus qui part de la théorie et se termine par l'objectivation fait que la donnée est considérée comme quelque chose de tardif, postérieur par rapport à la théorie, et non pas antérieur à la recherche elle-même, comme l'inductivisme le revendiquait. Le lien entre la pensée et la réalité ne sera donc plus une dépendance hiérarchisée de l'un à l'autre, mais un conditionnement réciproque où ni l'un ni l'autre ne peuvent rester des références fixes et stables, mais comme un conflit permanent entre eux. Dans ce conflit, la pensée, la scientifique en particulier, doit toujours être en alerte et reconnaître les détails discordants, capable de questionner les vérités acquises. Bref, elle doit savoir dire non, disait Bachelard. Et donc Bachelard n'hésitait pas à appeler son travail une épistémologie du détail ou une philosophie du détail fortement polémique, inévitablement en opposition. Parce que c'était en détail qu'émergeait la différence entre pensée et réalité. La connaissance toujours plus précise des détails avait pour effet de perdre la dimension habituelle de la réalité et de passer à une autre dimension, de la physique à la microphysique, par exemple, où la pensée se sentait perdue. Cela vaut aussi pour l'esthétique.
tant que Georges Didier Berman cite expressément Bachelard pour démontrer qu'un tableau ne montre pas la même chose vu de loin ou de près. Et je cite Didier Berman. Pour décrire les détails qui échappent à la catégorie, il faut juger les perturbations de la matière sous la forme. Du coup, les déterminations oscillent. Et il poursuit, sur le plan du détail, pensée et réalité apparaissent comme déliées. Et on peut dire qu'en s'éloignant de l'ordre de grandeur où nous pensons, la réalité perd en quelque sorte sa solidité, sa constance, sa substance. Fin de citation. Mais je cite encore, devant au détail, la naïveté est une méthode, mais une méthode difficile puisqu'elle doit rompre avec les habitudes les plus fortement enracinées. Il y a en effet d'autres catégories à utiliser pour la comprendre dans une explication rationnelle. En fait, je cite encore, l'imposition des catégories n'est que le premier temps de la connaissance. C'est une classification qui prépare la description. Pour décrire les détails qui échappent à la catégorie, il faut juger des perturbations de la matière sous la forme. Du coup, les déterminations oscillent. Donc, c'est une oscillation dont on ne peut pas se passer. Mais alors, le détail n'est plus simplement une question de détail. Une philosophie qui sache faire face à cette tâche devrait alors être une philosophie capable de s'adapter à la variété indéfinie des détails et donc capable de se différencier sans limite préconçue. Une philosophie pluraliste et pluralisée, bref, une philosophie antidogmatique, de manière à saisir tant la multiplicité intrinsèque des explications possibles que la structure catégorielle de la raison, ou mieux des raisons déterminant la réalité. Les différents problèmes, je cite, les différents problèmes de la pensée scientifique devraient donc recevoir différents coefficients philosophiques. En particulier, le bilan de réalisme et de rationalisme ne serait pas le même pour toutes les notions. C'est donc, à notre avis, au niveau de chaque notion que se poseraient les tâches précises de la philosophie des sciences. Chaque hypothèse, chaque problème, chaque expérience, chaque équation réclamerait sa philosophie. On devrait fonder une philosophie du détail épistémologique, une philosophie scientifique différentielle qui ferait pendant à la philosophie intégrale des philosophes. C'est cette philosophie différentielle qui serait chargée de mesurer le devenir d'une pensée. Fin des citations. C'était une citation de Bachelard. C'est une philosophie du non, ainsi l'appelait Bachelard, à savoir une philosophie et une épistémologie polémiques qui mettent tout en question grâce à leur caractère radicalement antidogmatique. Mais c'est un non qui dit oui à la minutie inapparente, mais insidieuse, à la particularité riche en alternatives, aux détails irrésolubles ou indéchiffrables par les vieilles catégories. Ouverture à quelque chose qui n'est pas encore connu, mais qui promet plus de savoir. Différence qui crée d'autres identités pour s'ouvrir à d'autres différences. C'est l'écart qui ouvre des horizons nouveaux du savoir, comme le clinamen de Lucrèce, inflexion minimale qui génère une différence non prévue sur laquelle la science fera son travail de recherche et d'apprivoisement. Mais cet écart, cette fêlure par laquelle l'on aperçoit l'insoupçonné, est comme une tache sur une toile propre d'un état de la conscience. On ne devra pas l'éliminer, mais l'intégrer dans une nouvelle configuration qui, à son tour, permettra d'autres tâches et ainsi de suite. Je cite encore Bachelard, cette fois. L'objectivité apparaît au niveau d'un détail, comme une tache sur un tableau. Alors que l'intuition semblait nous donner tout d'un seul regard, la réflexion s'arrête sur une difficulté particulière. Elle objecte une exception. Dès son premier effort, l'esprit se manifeste dans une polémique pleine d'argustie. L'intuition est de bonne foi. L'esprit paraît donc de mauvaise foi. Pour mieux dire, il n'a pas de foi. Il est heureux de douter. Il s'installe dans les doutes comme dans une méthode. Il pense en détruisant. Il s'enrichit de ses abandons. Toute réflexion systématique procède d'un esprit de contradiction, d'une malveillance à l'égard des données immédiates, d'un effort dialectique pour sortir de son propre système. Fin des citations.
Voilà en quoi consiste la raison scientifique. Capacité d'intégrer et en même temps de différencier dynamiquement ces objets. La force de cette idée bachelardienne rend sa philosophie un rationalisme expérimental, risqué vers l'ouverture rationnelle, agressif et polémique. Il l'appellera surrationalisme. Chaque détail devient le choix avec lequel briser les forteresses de l'a priori catégoriel, ainsi que la microphysique l'avait fait pour la physique classique. Richesse indéfinie des détails à découvrir, où l'infiniment petit est en fonction de l'observateur, lequel, s'il ne prend pas garde de ses habitudes mentales, il risque de tomber gravement en erreur. Bachelard est donc dans la même lignée de Warburg et de Benjamin. La microphysique et la relativité fonctionnent comme la photographie et le cinéma, car ils ouvrent à une nouvelle considération des détails qui changera profondément les horizons du savoir. Ils partagent avec eux aussi une conception profondément discontinuiste de l'histoire, où chacune de ces phases est polémique et révolutionnaire par rapport aux précédentes. L'histoire des sciences, à la Bachelard, se nourrit de sa philosophie épistémologique du détail. Et ça, c'était pour les sciences. Venons à Krakauer. Après avoir décrit dans ses livres sur le cinéma l'importance du gros plan et du montage pour valoriser la réalité dans ses détails insaisissables au regard normal, en syntonie avec Warburg et Benjamin, Siegfried Krakauer applique cette même perspective à l'histoire dans son dernier livre inachevé, The Last Things Before the Last. Il essaye de problématiser la discipline dans une perspective différente de celle unificatrice des philosophes de l'histoire. Valoriser la réalité dans ses détails permettait de comprendre le passé sans se tenir encore à un plan général, en l'interprétant selon un processus plus ou moins universel, inéluctable, orienté vers un progrès et un développement de la civilisation dont le modèle restait celui de la civilisation occidentale, réputée le meilleur. Au lieu de s'interroger sur la fin ultime de l'humanité et sur son destin épocal, Krakauer s'intéressait à ce qui arrive juste avant les dernières choses, à savoir à ce qui restait ignoré, méprisé par l'histoire elle-même. Se référant à son idée sur l'importance du détail dans le cinéma, Krakauer propose une loi des niveaux, fondée sur la nécessité épistémologique de stratifier l'attention par rapport aux objets observés et au niveau de réflexion. Il prenait l'exemple de Griffith, et je cite Krakauer. « Lorsque nous observons l'énorme gros plan des mains de Maymash, quelque chose d'étrange se produit inévitablement. Nous oublions qu'elles ne sont que de mains communes. Isolées du reste du corps et ainsi élargies, les mains que nous connaissons sont transformées en organismes inconnus qui vibrent avec leur propre vie. De même, le gros plan de l'historien se prête à suggérer des possibilités visuelles qui ne sont pas communiquées par l'événement identique inclus dans la grande histoire. La mode actuelle de présenter les détails photographiques d'une œuvre d'art comme un objet de plaisir autonome est une preuve supplémentaire de cette différence de qualité et d'essence. » Fin de citation. Quelques pages plus tôt, il avait repris le discours de Warburg sur le bon Dieu caché dans les détails, en expliquant comment Tolstoï, mais aussi l'historien Lewis Namier, avait appliqué ce même principe dans son œuvre de reconstruction historique et, bien sûr, dans ses romans qui ont représenté la réalisation. Les deux déclarent que la microdimension est le lieu et la source de la vérité historique. C'est ce que dit Krakauer. Les cours de l'histoire n'auraient pas été déterminés par une force supérieure, mais par les forces intrinsèques du mouvement historique lui-même, pour lesquelles l'historien devait développer un sens du détail très aigu, capable de saisir cette fracture, cette fissure, grâce à laquelle il était possible de lire autrement ce qui s'était passé, en saisissant cette singularité irréductible dont chaque histoire est porteur. Bien sûr,
poursuit Krakauer. La limite de Tolstoï, comme celle de Lemierre, était de croire que toute réalité historique était cachée dans les détails et qu'il suffisait de les accumuler et de les reconnaître pour pouvoir la comprendre de façon définitive. La dialectique entre micro-histoire et macro-histoire, entre microscope et télescope, devait être prise en compte. Une dialectique qui ne réduisait pas ni ne privilégiait l'un sur l'autre. Sans nécessairement renoncer à l'image globale, l'unification d'un discours ou la synthèse d'une idée, la singularité du particulier révèle à Krakauer ce qui lui échappe, ou plutôt montre qu'il y a toujours un reste, une altérité, une fugacité qui rendent toute généralisation incomplète et donc fragile. D'autre part, l'accumulation de détails, tels que les ruines de Benjamin, peut s'avérer indéchiffrable et finalement inutile sans perspective spécifique. Je cite, « Cela signifie que l'univers historique a une structure non homogène qui contient des champs d'intensité variables et est traversé par des tourbillons inexplicables. » Fin de citation. Dans cette complexité, la synthèse théorique conceptuelle doit savoir interagir avec l'attention aux détails, certes plus analytique, sans que l'une soit réduite à l'autre. Krakauer indique donc qu'il y a toujours quelque chose qui reste caché dans les interstices et qui appartient au domaine des choses perdues ou méprisées, car il appartiendrait aux avant-dernières choses, une sorte d'air intermédiaire, non homogène et non équilibré. Je cite, « On pourrait définir espace intermédiaire l'ère de la réalité historique, tout comme celle de la réalité photographique. Il en faut tenir compte si l'on veut nommer, je cite, « ce qui jusqu'à maintenant est resté innommé ». Fin de citation. Pour Krakauer, cela signifie, et je cite encore, « se concentrer sur ce qui est génuine, caché dans les interstices entre les croyances dogmatisées du monde, en établissant ainsi la tradition des causes perdues. » Fin de citation. À savoir, de tout ce qui est écarté, ignoré par l'histoire officielle du monde. On rachète ainsi ce qui était petit, oublié, effacé, insignifiant, et l'on donne par là une autre lisibilité des choses, comme chez Beckett ou Valéry. Cette sensibilité à l'inapparence, au méprisable et au négligeable par rapport aux grands récits historiques ou idéologiques est ce qui a permis à l'historien italien Carlo Ginzburg de considérer certains écrits de Krakauer comme une bonne introduction à la microhistoire, précisément parce qu'en eux, il était possible de retracer les effets de l'aliénation et du détachement, ceux par exemple que permet la lentille d'un appareil photo ou une caméra. Enchevêtrement des micro- et macro-histoires, le rejet de la philosophie de l'histoire qui est la recherche d'un sens global dans l'histoire humaine. Mais surtout, il pressentait un regain d'intérêt envers tous ceux, individus, groupes ethniques, groupes sociaux ou réalités, qui ont été ignorés ou effacés de l'histoire, les perdants, les insignifiants, les marginaux, et tous les côtés sombres de la réalité officielle qui sont cachés comme une honte ou comme des détails sans importance, en mesure pourtant de briser pour d'autres yeux la solidité d'une certaine domination. L'historien est donc comme un étranger, ni complètement hors, ni complètement dedans l'histoire qu'il construit. Il peut ainsi brosser l'histoire à rebrousse-poil, comme disait Benjamin. Et donc on vient à la micro-histoire. La microhistoire est un exemple de cela. Elle a changé la façon de se rapporter au passé caractérisé par les grandes synthèses et les grandes narrations. Grands hommes, grandes batailles, événements importants, civilisation, mentalité, économie, etc. Elle a ouvert la possibilité d'un nouveau regard sur le passé, qui n'était plus réputé un champ relativement homogène à reconstruire de façon organique et ordonnée à partir de ces débris. Sur les fragments et
les traces laissées par le passé, une historiographie scientifique a été construite, confiante dans la méthode déductive et dans l'élaboration quantitative des données collectées. Elle a donné naissance à l'histoire économique et sociale, capable de généraliser des aspects du passé selon des catégories qui n'avaient pas été préalablement prises en considération. Les prix payés étaient cependant celui de l'abandon de la singularité, en dernière instance irréductible, de l'événement, de l'individualité, du cas spécifique ou exceptionnel, et surtout de la dimension qualitative. Les vécus individuels d'une personne particulière ou d'un petit groupe familial ou d'un petit village devaient être sacrifiés au nom de la reconstruction générale. D'une certaine manière, l'historiographie scientifique quantitative a écrasé les différences spécifiques au nom des généralisations explicatives qui ont donc pris une dimension macro et permettaient de cadrer les événements et les phénomènes dans des généralités clairement identifiables. L'approche micro-historique, inaugurée par une poignée d'historiens italiens à la fin des années 70 du siècle dernier, a proposé de travailler sur une autre dimension, qualitative en effet, en donnant toute son importance aux détails qui, dans la dimension macro, devaient nécessairement être ignorés. Cette opération ne visait cependant pas à rendre justice à une dimension négligée, à racheter quelque chose que la généralisation devait omettre pour montrer comment l'ensemble d'un problème historique était constitué par tous ces fragments. Au contraire, l'analyse microhistorique a voulu faire ressortir une différence spécifique, c'est-à-dire un autre regard sur les phénomènes du passé, dans les mêmes termes où un gros plan cinématographique permettait d'exalter quelque chose qui autrement ne pouvait pas être mis en évidence, révélant une autre histoire ou une autre narration possible. C'est la raison pour laquelle Ginsburg, dans son célèbre essai qui voulait faire le point sur cette nouvelle pratique historique dans un essai de la fin des années 70, avait introduit la notion controversée de paradigme indiciaire, qui aurait dû représenter une sorte de révolution méthodologique dans la discipline. La microanalyse, pour tous les représentants de ces groupes d'historiens, en effet, a permis de saisir des plans et des dimensions dont les aspects de la réalité vécue les aspects de la réalité vécue historiquement, irréductibles au niveau macro, présentant des connexions et des variétés qui n'auraient pas été en mesure d'être saisies et même pensées à un autre niveau. Les niveaux micro mettaient en relief toute une étude des cas qui auraient resté inapparents et révélaient dimensions et problèmes qui ne pouvaient pas être réduits aux grandes interprétations. Les petits villages de Sant'Ena ou les croyances d'un meunier du XVIe siècle apparaissaient comme des détails insignifiants. Mais s'ils étaient élargis de manière appropriée, ils ouvraient des horizons capables de modifier aussi les généralisations de l'histoire macro. De cette manière, le détail ne contribue plus à la réalisation du cadre général, mais il peut le remettre en question en révélant une autre réalité. Pas une réalité alternative, mais une réalité différente, plus articulée et avec des facettes insoupçonnées et bien plus complexes qu'on ne le supposait. Je cite Jacques Revel. Le changement d'échelle d'analyse est une partie essentielle de la définition des micro-histoires. L'approche micro-historique repose sur le principe que le choix d'une certaine échelle d'observation produit des effets de la connaissance et peut donc devenir l'instrument d'une stratégie particulière de la connaissance. Changer la distance focale de l'objectif ne signifie pas simplement agrandir ou réduire la taille d'un objet dans le viseur, cela signifie changer sa forme et sa texture. Fin de citation. C'est précisément un autre objet qui est observé en détail et un autre regard s'y applique pour en obtenir une autre connaissance. La réalité qui émerge ne sera pas la même que celle qui est détectée sur une autre échelle d'observation réfléchissante.
C'est évidemment une réalité altérée, mais d'une altérité qui doit nous faire comprendre la multiplicité complexe de ces variétés dimensionnelles. Le problème, comme déjà évoqué précédemment, ne serait donc pas celui d'un choix entre une dimension et l'autre, mais l'ouverture à un chemin cognitif capable de ne pas se fixer sur un seul plan. Et je cite, « La possibilité qu'une observation microscopique nous montre des choses qui n'avaient pas été observées auparavant est le caractère unificateur de la recherche microhistorique, une procédure intensive. » Fin de citation. C'est une citation de Giovanni Levi. Elle permet que des phénomènes donnés par suffisamment décrits et compris à une différente échelle d'observation peuvent acquérir des significations complètement nouvelles. Sur le plan épistémologique, cela signifie mettre l'accent sur les moindres détails pour capturer ces interstices, ces fragments qui permettent de voir les incohérences et les difficultés des systèmes normatifs de référence au niveau macro, ouvrant ainsi la possibilité d'une pluralisation des points de vue et des systèmes de référence, qui ne sont pas à éliminer dans ce cas, mais qui sont disposés et configurés dans une multiplicité constamment mobile. Benjamin, on a parlé en termes de constellations de présent, passé et futur. Selon Ginzburg, l'origine de cette approche était à trouver chez Giovanni Morelli, qui était un historien de l'art italien qui invitait à prêter attention aux détails les plus insignifiants des peintures pour distinguer l'original des copies qui avaient rempli les musées de l'Europe. Une méthode en commun avec les plus célèbres des détectives créés par Conan Doyle, Sherlock Holmes, et avec le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui dans les détails insignifiants et sans importance reconnaissait la présence écrasante de l'inconscient. Ce que la méthode de Morelli avait de significatif, je cite, c'est Freud lui-même à l'indiquer, une méthode interprétative mettant l'accent sur les déchets, les données marginales, considérées comme révélateurs. Fin de citation. En fait, Freud l'écrit en 1913 dans un livre intitulé Les Muses de Michel-Ange, je cite Freud, « Je crois que sa méthode est étroitement liée la méthode de Morelli. Je crois que sa méthode est étroitement liée à la technique de la psychanalyse médicale. Elle aussi est également utilisée pour pénétrer des choses secrètes et cachées, basées sur des détails peu appréciés et non avertis, sur les débris ou déchets de notre observation. » Fin de citation. Donc, non-pertinence, écart et particularité constituent un champ épistémologique que Ginzburg choisit de mettre en évidence comme différent, mieux comme explicitement alternatif par rapport à la méthode scientifique dite traditionnelle qui définit galiléienne. Les paradigmes indiciaires ou divinatoires, capables de déchiffrer des détails et des signes négligeables tels que la forme du lobe de l'oreille, le symptôme physique d'un corps, le talon des cigares à gauche sur la scène d'un crime ou un tic nerveux et un lapsus, caractérisent un ensemble de disciplines dont la forme de connaissance est essentiellement indirecte, qualitative, instable. En fait, plus attentive aux détails qu'aux cadres généraux, elle sait comment construire une connaissance où la qualité se substitue à l'absence de quantité. Ces disciplines, je cite, ne correspondent pas, c'est une citation de Ginzburg, ces disciplines ne correspondent pas du tout aux critères de scientificité inférable du paradigme galiléen. Il s'agit en effet de disciplines qualitatives qui ont pour objet de cas des situations et des documents individuels et précisément pour cette raison atteignent des résultats qui ont une marge d'incertitude inévitable. Tout cela explique pourquoi l'histoire n'a jamais réussi à devenir une science galiléenne. Fin de citation. En fait, malgré l'histoire ait essayé de devenir une science philosophique universelle comme au XIXe siècle ou une science sociale rigoureuse comme au XXe siècle, elle n'a jamais réussi à se débarrasser de son identité métissée, fragile, toujours indirecte et jamais définitive. Enfin, les détails ouvrent une réalité que l'ensemble ne peut pas connaître.
Même si l'on peut soulever beaucoup d'objections sur la notion ginsburgienne de paradigme, les soi-disant paradigmes indiciaires ouvrent à la conscience critique de l'insuffisance fondamentale des diverses formes de connaissances et de l'inadéquation de leur opposition mutuelle. Une philosophie différente et différentielle s'est mise en œuvre. Les conflits des facultés, pour reprendre l'expression de Kant, doivent prendre conscience de la multiplicité des formes de connaissances, s'affranchir des hiérarchies et des luttes pour la domination ou le monopole de la connaissance elle-même. Adorno, qui partait d'un univers théorique très différent et était loin d'être un relativiste, l'a très bien compris en ce qui concernait la philosophie. Et je cite Adorno, « Plus on regarde les problèmes philosophiques en détail et en profondeur, plus on peut voir que les soi-disant problèmes particuliers ne peuvent pas simplement être ramenés aux sections philosophiques dans lesquelles ils sont habituellement traités, par exemple la logique ou l'éthique, mais qu'ils échappent à ces limites et à cette enceinte. » Fin de citation. C'est d'ailleurs ce que Bachelard et les physiciens Rovelli ont dit à propos des connaissances scientifiques. Ce n'est donc pas une coïncidence si Ginsburg, bien plus que tous les autres représentants de la micro-histoire italienne, cite souvent Benjamin et Warburg. L'historien a en effet réalisé, en dépit de certaines formulations plus ou moins malheureuses, que dans les détails s'exprime un aspect de réalité capable d'ouvrir de nouvelles perspectives cognitives pour lesquelles une autre épistémologie est nécessaire. Et avec ses collègues micro-historiens, il a revendiqué la possibilité qu'avec ces nouvelles procédures, il était possible de récupérer et de reconstruire la vie réelle, vécue jour après jour par les individus et les communautés du passé. Remarquons, pour conclure, que beaucoup d'historiens qui traitent de la micro-histoire emploient des métaphores tirées du cinéma et de la photographie, lentilles, gros plans, mise à feu, etc. Les images racontent des histoires sur plusieurs niveaux, mais les histoires provoquent des mises en image sur plusieurs plans. Pour s'en sortir, il faut un long travail de montage qui, dans les syllages de Warburg, reste sans fin, comme le travail de l'analyste et de l'analyse selon Freud. L'originalité d'une épistémologie attentive aux détails est qu'elle n'impose aucun choix par rapport au cadre de référence, ni aucune hiérarchie dans l'organisation du discours, mais une véritable ouverture à la pluralisation des perspectives. Le détail ne nie pas l'ensemble auquel il appartient, mais il ne se laisse pas épuiser par sa généralité. L'optique du détail est donc une autre optique. On s'ouvre par là à d'autres mondes et à d'autres stratifications de même monde où tout n'est pas de détail, mais il y a des détails partout. Merci. À laquelle ils ont été obligés. Bom, muito obrigado, então, Enrico. Ele está me dizendo aqui que ele gostaria de pedir desculpa para vocês pelo cansaço ao qual ele submeteu vocês nessa última hora e meia aqui. Então, nós temos, agradeço mais uma vez, Enrico. A gente tem um tempinho para algumas questões, para algumas perguntas, algumas colocações. Acho que uma conferência muito instigante, não é? Todos nós, pelo menos eu, tenho vontade de ler esse livro após ouvi-lo. E eu vou deixar aberto, então, o microfone para que vocês possam se manifestar. Eu só vou pedir para vocês fazerem as questões. Os italianos acho que têm uma capacidade de compreensão do português, talvez no mesmo nível que nós do espanhol, sem nunca termos estudado espanhol. Então, se a gente fala bem claramente, não é, um português assim bem gramatical, eu acho que o Henrico consegue entender uma boa parte das questões. Se não, a pergunta, na medida em que ela puder ser o mais bem delimitadinha e tal, fica mais fácil para eu traduzir. Se vocês fizerem grandes reflexões aqui, eu não vou conseguir fazer uma tradução pertinente.
Bom dia. Então, vou tentar resumir em 140 caracteres. Professor Henrico, o detalhe da cultura, especialmente, ele encerrou o nacionalismo ou o retorno do nacionalismo na Europa, na América do Sul, ele sobrevive apesar do detalhe ou com o detalhe? C'est une question très intéressante. Uma questão muito interessante. Parce que le nationalisme est la mort du détail. Porque o nacionalismo é a morte do detalhe. Nationalisme est identification nationale. Nacionalismo é identificação nacional. Sem diferenças. Sem diferença. Sans différence. Sem diferença. Je l'ai dit en portugais. Ah, bom. Sans différence. L'idée des nations, qui se développe au début du 19e siècle, A ideia de nação que se desenvolve no início do século XIX implique l'unification. implica a unificação. Donc, à mon avis, surtout aujourd'hui, les nationalismes qui sont en train de se développer en Europe Portanto, para mim, sobretudo hoje, os nacionalismos que estão se desenvolvendo na Europa n'impliquent pas l'attention au détail, não implicam uma atenção ao detalhe, mais une différenciation politique des généralités qui sont en conflit entre elles. mas uma diferenciação política de generalizações entre elas. Et c'est la condition pour le retour de guerre en Europe. E essa é uma condição para o retorno da guerra na Europa. L'histoire nous l'a enseigné pendant toute l'histoire, disons, moderne, depuis la constitution des États européens. A história nos ensinou isso, não é? Desde a história moderna, né? Desde a constituição dos Estados modernos. Et, ultimo détail, E o último detalhe, je ne sais pas s'ils la connaissent, mais la récente histoire de la ex-Yougoslavia ele não sabe se vocês conhecem, mas a questão recente sobre a ex-Yugoslávia, não é? démontre que le nationalisme a porté au massacre réciproque des identités ethniques qui se revendiquaient nationalistiquement comme des identités fortes. Que o nacionalismo conduziu a um massacre, a um massacre recíproco, não é? Em nome de identidades étnicas. Primeiro cumprimento, agradeço muito pela palestra, a capacidade de síntese que o senhor apresenta com todas essas teorias de campos tão complexos, que, como o professor Marlon se referiu, eu fiquei muito instigado a conhecer o trabalho, a conhecer sua obra. E a pergunta é buscando aprofundar um pouquinho mais, que o senhor cita em alguns momentos a singularidade. Eu lembrei de Deleuze, então eu gostaria de saber se, dentro do detalhe, o senhor estuda, articula a concepção molar e molecular que Deleuze e Guattari formularam. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Presque. Si, oui. En effet, cette conférence reprend un livre, mon dernier livre. Como vocês sabem, então, essa conferência ela retoma o último livro, né, do professor Henrico. Et le dernier chapitre est consacré à Deleuze. E o último capítulo é precisamente consagrado a Deleuze. Et au problème des singularités. E o problema da singularidade. Donc, grazie pour la question, merci pour la question. Et à mon avis, Deleuze est le seul philosophe
qui nous a donné aujourd'hui la possibilité d'avoir des concepts pour penser les détails. Segundo, então, ele acha, ele acredita, não é? Deleuze é o único filósofo atualmente que é capaz de fornecer conceitos filosóficos para pensar o detalhe e a singularidade. Et en effet, j'ai utilisé des termes deleuziens, territorialisation, déterritorialisation, singularité, molaire, moléculaire. E, na verdade, ele se utilizou, não é, ao longo da conferência, de conceitos deleuzianos como territorialização, desterritorialização, singularidade, molar, molecular. Mais, à mon avis, la faiblesse, si on peut parler ainsi, de Deleuze, c'est que à l'époque où il a employé ces termes, il était presque obligé de les poser comme alternatifs. Mas a fragilidade de Deleuze, da reflexão deleuziana, se é que se pode falar assim, tem a ver um pouco com o contexto em que ele formulou essa reflexão, porque, no fundo, ele sempre a coloca em oposição a alguma outra coisa. C'était les années 80, disons. Nos anos 80, não é? Mais, pourtant, cependant, Deleuze avait bien écrit dans son livre que, par exemple, la territorialisation avait sens toujours face à une déterritorialisation et vice-versa. Et ce que j'ai essayé de développer dans mon idée des détails en disant que le rapport entre détail et ensemble est toujours réciproque. C'est-à-dire on ne peut pas penser les détails tout seul, on ne peut pas penser l'ensemble tout seul, sinon c'est nationalisme, dictature, etc. Non, tu vois, tu as bien compris? Trop. Pauvre. Obrigado. Bom, vocês sabem que eu não sou tradutor simultâneo, mas eu vou dizer aqui que... Non, parce que la pensée est trop rapide. La pensée. Pourtant, Deleuze avait bien dit qu'il fallait penser les deux en réciprocité. Entretanto, Deleuze escreveu, disse que era sempre necessário pensar esses conceitos que se opõem em reciprocidade, não é? Ele já havia dito antes, territorialização, reterritorialização, e já retomando a fala anterior, um pouco o que ele tentou fazer é exatamente, então, pensar a necessidade de pensar reciprocamente o detalhe e o conjunto ao qual o detalhe pertence e vice-versa. E quindi, per me... donc, pour moi... l'observation sur l'importance de Deleuze est très pertinente parce qu'en effet, pour moi, ça a été très importante cette réflexion de Deleuze dans mon livre. Tua observação sobre a importância de Deleuze é bastante significativa porque para ele, não é? E no seu livro há também uma importância reconhecida essa reflexão de Deleuze. Fábio, então você faz em francês a questão e depois você traduz e eu, enquanto isso, tomo uma... Eu vou fazer então em português primeiro e depois eu vou... Só não se traia na tradução. Tá bom. Eu vou tentar. Obrigado pela conferência que eu achei extremamente filosófica. Eu acho que o senhor mostra muito bem como é que se recupera um conceito para fazer uma filosofia a partir de um conceito no sentido mais estrito de uma certa tradição. Então, eu acho que a gente teve aqui uma demonstração de como se faz isso, pensar a partir de um conceito, e é o que o senhor faz, me parece, recuperando desde Warburg até Krakauer. E esse conceito do detalhe me pareceu, ao longo da tua exposição, que justamente por esse caráter filosófico recupera uma certa metafísica. Eu queria então saber se você aceita essa leitura metafísica e, portanto, filosófica do conceito, e eu me sinto particularmente feliz de falar de metafísica aqui para os historiadores.
Je crois d'avoir compris. Hein. Donc, tu dis que, si j'ai bien compris, mon approche est une approche métaphysique, qui a aussi un côté métaphysique, c'est ça? Oui, les caractères profondément philosophiques de votre réflexion, à moi au moins, m'a fait penser à comprendre les concepts de détail comme un concept qui donne une ouverture à une réflexion aussi métaphysique. Donc, je voulais juste savoir si vous êtes d'accord ou si vous acceptez cette... Oui. Disons que... oui, la réponse est oui, mais il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on entend por métaphysique. Bom, então a resposta é positiva, não é? Mas seria preciso se acordar, não é? Se colocar de acordo sobre o que é que cada um aqui entende sobre metafísica. Parce que la tradition philosophique a toujours opposé métaphysique et épistémologie. Porque a tradição filosófica, não é, sempre opôs então epistemologia e metafísica. Alors, si on entend pour métaphysique la réflexion philosophique théorétique sur les concepts, je suis d'accord. Se entende então por metafísica a reflexão filosófica sobre o conceito, não é? Ele está de acordo com essa denominação. Mais alors, ce n'est plus une métaphysique. Mas então não é mais uma metafísica. Parce que dans mon idée, la physique, les sciences ont toujours inévitablement la nécessité de réfléchir, même théoriquement, sur les concepts qu'ils emploient. Porque a ciência, a física, as ciências, né, tem sempre a necessidade de refletir sobre os conceitos que elas próprias empregam. L'exemple est le concept d'atome. L'atome. O exemplo é o conceito de átomo, né? Et je parlais de Lucrèce dans mon exposé exprès parce que on pense souvent que l'atome est une entité physique, alors que les physiciens eux-mêmes savent très bien que ce n'est pas une entité physique. Ele então fez questão de citar, de fazer referência expressa a Lucrécio, não é? Porque costuma-se dizer que o átomo possui uma referência física, não é? Entité. Uma entidade, é uma entidade física, não é? Mas les physiciens eux-mêmes, no século XX, sobretudo os próprios físicos, não é? Deixaram de pensar dessa forma, quer dizer que o átomo seja uma entidade física. Et pourtant, les physiciens travaillent avec cette entité. Ils arrivent à formuler des théories mathématiques, de physique mathématique, qui traitent cette entité. E, entretanto, os físicos, eles trabalham com essa entidade, não é? E são mesmo capazes de formular teorias sobre essa entidade. Donc, la physique elle-même, elle est aussi métaphysique. Então, a física, a própria física é, nesse sentido, metafísica. C'est pour ça qu'il faut s'entendre sur ce qu'on entend pour métaphysique. E é por isso, então, que é preciso se colocar de acordo sobre o que é que se define como metafísica. Eu posso só pequeno... eu estou completamente de acordo e eu acho que essa perspectiva recupera perfeitamente a epistemologia bachelardiana, justamente. Aquela célebre ideia de que a ciência pode mudar de metafísica, ela só não pode ficar sem metafísica. E então, para uma teoria da história, que é como o senhor conclui a sua conferência, a provocação que fica para os historiadores a partir da microhistória seria justamente pensar essa ideia de que a história pode mudar de metafísica, mas não pode ficar sem metafísica.
talvez. Là, il faut que tu traduises parce que j'ai compris la moitié des choses. Ce que vous venez de dire rejoint parfaitement la perspective bachelardienne et la célèbre formule dans laquelle il dit que la science peut changer de métaphysique, elle ne peut pas se passer de métaphysique. La provocation qu'on peut faire aux historiens, c'est justement, dans les parcours que vous avez faits, de récupérer justement pour l'histoire peut-être cette idée et dire que l'histoire peut changer de métaphysique, mais elle peut pas s'y passer de métaphysique aussi. Oui, oui, bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que moi, je suis convaincu que les mots ont une certaine importance. Et donc, il faut toujours être très attentif lorsqu'on emploie certains termes, parce qu'ils sont surdéterminés, on disait. Bom, então ele está de acordo com a reflexão que o Fábio faz e apenas chama a atenção que é sempre importante ter atenção com as palavras que a gente emprega, porque os conceitos eles sempre acabam por sobredeterminar a maneira como a gente pensa alguma coisa. Et c'est pour ça que ma tentative a été, Marlon le disait que je travaille dans les frontières, non? C'est pour ça que j'essaye de faire ainsi que les disciplines ne soient pas enfermées en elles, mais s'entrecroisent. Donc, métaphysique au sens de que l'histoire aussi doit s'ouvrir à la philosophie et la philosophie à l'histoire, absolument oui. Bom, então como vocês lembram, no início eu dizia que o trabalho dele é um trabalho muito preocupado com os problemas que emergem nas fronteiras das disciplinas, não é? E o que ele acaba de dizer é isso, não é? Que no sentido em que a história também deve estar aberta para as questões que a filosofia coloca, ou que emergem na fronteira com a filosofia, não é? Ele está de acordo e acha que é mesmo isso. Renato. O Renato vai esperar só, eu vou lá levar para você, Renato, só um minutinho. Só a questão de com os conceitos de ferramenta. Agora vocês veem o que é a carteirada no auditório, né? Esse é a tradicional carteirada do auditório, ou seja, o dono do microfone se apropria do microfone. Perdão, pessoal. Alguém filma Augustus ali, por favor. Yuri, faz favor, direciona essa câmera para o Augustus ali. Mas aí não é a carteirada obrigado. Não é. É só a questão do conceito de ferramenta e instrumento e do telescópio. O telescópio de Galilei, a partir de quando que ele era um instrumento de navegação, igual o senhor disse? A partir de que momento que foi considerado instrumento? Ele era uma ferramenta ou sempre foi um instrumento desde o começo? É só saber isso. Sim, sim. Agora eu vou no Renato. Obrigado, Augusto. Obrigado. Alors, depuis le début, le télescope était un instrument de navigation. Bom, desde o início, o telescópio era um instrumento de navegação, não é? Il a été inventé autour de la moitié du XVIe siècle par les Hollandais. Foi inventado mais ou menos na metade do século XVI pelos holandeses, né? Grâce au perfectionnement du travail sur les lentilles. Non? Graças ao aperfeiçoamento do trabalho sobre as lentes. Et alors, à ce moment-là, il est un simple instrument comme une fourchette. Ele até nesse momento, ele é um simples instrumento, não é? Como um garfo. Mais Galilée, au début du XVIIe siècle, c'est ce que je dis, il pense d'utiliser cet instrument pour voir d'autres choses. Galileu, então, no início do século XVII, não é? Ele pensa em utilizar, em empregar esse instrumento para uma outra coisa. Donc, il y a d'abord une pensée. Então, em primeiro lugar, há um pensamento. Et après, l'utilisation d'un instrument. E em seguida, a utilização de um instrumento. Bachelard dit, c'est ça, l'instrument change de nature. Bachelard diz isso, não é? O instrumento muda de natureza. Parce que
une fois qu'il est employé par rapport à une pensée qu'il utilise, il est une autre chose, il devient une autre chose. Na medida em que ele é empregado de outra maneira por uma forma específica de pensamento, ele torna-se uma outra coisa. Il devient un télescope. Ele torna-se exatamente então, né, não uma luneta, mas um telescópio, Qui sert pour voir les cieux. que serve exatamente para observar os céus. Et alors, il devient intrinsèque à l'astronomie. Ele torna, portanto, intrínseco à astronomia. Et il perd complètement son histoire d'instrument de navigation. E ele perde totalmente a sua história de ferramenta de navegação. Donc, ce changement de nature de l'instrument technique est directement dépendant de la théorie. Essa mudança, então, da natureza do instrumento técnico, ela é dependente da teoria, não é? Mais il influence à son tour la théorie parce qu'il permet de voir des choses qu'on ne voyait pas. Mas, de seu lado, ele influencia a teoria, porque exatamente ele torna possível ver coisas que até então não eram visíveis. Et alors, on essaye de le perfectionner pour voir mieux. Então, trata-se de aperfeiçoá-lo para poder se enxergar melhor. Et donc, il y a cette circuit, non? Théorie. Não é? Isso causa um circuito, produz um circuito, não é? Teórico, prático, teórico, prático. Donc, il devient, au début du XVIIe siècle, il devient un instrument scientifique. E é por isso, então, que no início do século XVII, ele se torna o que ele não era até então, um instrumento científico. Renato. Bom dia, agradecer a palestra, foi muito instigante. O meu questionamento, o senhor faz uma trajetória que passa por Benjamin, Krakauer, né? Eu penso um pouco no movimento dos análises. Eu poderia afirmar, então, nesse contexto, que o movimento dos análises é uma história do não detalhe. E, nesse sentido, pensar a estratégia de conhecimento, um termo que o senhor utilizou, sobre a questão do anacronismo. Não é isso? Pensando uma história do detalhe e não uma história do não detalhe, nós devemos repensar a figura do anacronismo no interior da história, né? Ou não? Ou pelo menos essa questão da temporalidade, de como essa temporalidade deve ser pensada numa história que é uma história do detalhe, né? Que me parece ser uma questão um pouco, né, mais... Outra temos de uma palestra, mas é algo que me interessa, né? Então, peraí, o movimento dos análises nega o detalhe. E as outras gerações de análise ainda mais, né? História serial, história quantitativa. E aí depois nós temos uma microhistória. Há uma refundação do próprio conhecimento histórico aí, ou seria exagero também falar disso? Não sei, são 3 questionamentos assim. Agradeço mais uma vez. Oui. Merci pour cette question, parce que Obrigado, né, por essa questão. je vais en parler demain. Ele vai exatamente falar dessa questão, sobre essa questão amanhã e depois de amanhã, não é? Mais detalhadamente, né? Mais je pense que les mouvements des annales, pour moi, c'est important d'un côté parce que c'est un autre regard sur l'histoire. Os análises, para ele, então, tem a sua importância, de um lado, porque se trata de um outro olhar sobre a história. Et alors, par exemple, pour Marc Bloch, la forme des champs. Por Marc Bloch, por exemplo, a forma do campo devient un détail important. Torna-se detalhe importante. Qui permet de construire une autre histoire. Que permite exatamente construir uma outra história. Qui apparemment n'existait pas. Que aparentemente não existe. En même temps, le problème de l'anachronisme pour les annales est dramatique parce qu'il le refuse complètement. Ao mesmo tempo, não é, o problema do anacronismo para os análises é algo dramático, visto que os análises o recusam, não é? Et sur cela, il faudrait en parler longuement. Sobre isso seria preciso falar demoradamente, não é? Donc, les mouvements des annales, d'un côté, à mon avis, disons,
rompt une tradition historique. De um lado, o movimento dos análises, para ele, não é, então, rompe com uma tradição histórica. Mais en même temps, au moins au début, jusqu'à Brodel, les annales, refusant l'anachronisme, disons, empêchent ce que la microhistoria, en fait, a essayé de faire. Mas, ao mesmo tempo, né, sobretudo nesse início, né, na medida em que os análises recusam o anacronismo, eles, digamos assim, acabam por impedir que um tipo de história que valorize o detalhe possa ser feita. Et donc ça c'est très important, même pas seulement pour l'histoire, disons, conventionnelle. Isso é algo bastante importante, mas não somente para a história, não é? Mais aussi, par exemple, en histoire de l'art. Mas também, por exemplo, na história da arte. Et parce que l'histoire de l'art, disons, essayait de, disons, peut trouver, comme chez Warburg et puis jusqu'à aujourd'hui, peut trouver des instances dans les détails qui ne sont pas, disons, qui impliquent un regard multiple, multiplié. Exatamente porque a história da arte, não é, ela pode procurar e encontrar instâncias no detalhe, não é, que façam exatamente emergir, aparecer essa multiplicidade, não é? Alors que, surtout Lucien Febvre, Marc Bloch, étaient plus attachés à une histoire économique et sociale. Enquanto que pessoas como Febvre, Bloch, etc., estavam mais ligados a uma história do tipo econômica e social. Mais il faudrait enrichir. Bom, o Henrico disse que é possível enriquecer essa questão, que é muito interessante. E eu lembro a vocês, então, que esse não é um detalhe a ser menosprezado, que o professor Henrico vai estar aqui amanhã à tarde, às 14 horas, e na quinta-feira à tarde também. Então, embora as palestras elas não tenham, digamos assim, uma continuidade orgânica, elas vão tratar de temas, como ele acabou de dizer, não é, em ressonância. Então, amanhã vocês estão todos convidados a retornar aqui às 14 horas. O título da palestra é Multiplicidade Temporal, um problema no qual ciência, história e filosofia se encontram. E na quinta-feira, um tema que foi muito discutido na historiografia nas últimas décadas, o problema da objetividade, da verdade na história, conferência cujo título é Verdades, Histórias e Realidades. Eu vou dar por encerrado aqui a nossa discussão, já são 11h30 aqui no meu relógio solar, e queria convidá-los, né, para que voltassem amanhã, para que nós possamos, então, não só escutá-lo novamente, mas continuarmos com essa discussão, que eu acho que foi bastante frutífera, bastante interessante. Vocês também podem aqui conversar um pouco com ele aí no cafezinho e trocar algumas ideias. E eu espero, então, poder vê-los amanhã aqui novamente no início da tarde. Agradeço a presença de vocês, agradeço a professora Raquel Libertar, que convidaram seus estudantes a nos acompanhar hoje aqui pela manhã, também os nossos estudantes da pós-graduação. Obrigado mais uma vez, até amanhã, gente. Tá? Tchau, tchau.